Mouvement Up. Je me permets de me présenter, je m'appelle Macha Bino, je suis la rédactrice en chef des médias Respect et Up Conférence. Nous sommes les médias du groupe SOS qui vous avez peut-être connu jusqu'à mars dernier sous le nom de Mouvement Up. Nous sommes devenus Respect avec un média qui est un média papier, un média conférence, un média podcast ainsi que des informations sur le web. Nous sommes spécialisés, à vos souhaits, nous sommes spécialisés en information de solutions et nous avons comme ligne éditoriale de lutter contre toutes les formes de discrimination sociale et environnementale, en se disant que si on incarnait notamment et si on mettait le respect comme valeur cardinale pour faire société, on se dit que peut-être que le monde tournerait peut-être un peu mieux, et donc avec un respect du vivant, de l'humain et de la planète. On va partir donc sur un de nos formats que vous connaissez, dont certains connaissent bien la formule, qui sont les Up Conférences, avec une thématique ce soir, citoyenneté économique, une solution pour réanimer la démocratie. C'est une thématique que l'on a réfléchi ensemble avec notre partenaire, le groupe Up. On a effectivement, et j'ai découvert, pour tout vous dire, la question de la citoyenneté économique. Nous allons en parler juste là, pendant 1 heure, avec nos 3 invités. Je vais commencer par vous, Benoît Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous laisser vous présenter et présenter votre actualité, pour commencer. Bonsoir, moi je travaille désormais dans une ONG qui s'appelle Singa, qui est une ONG européenne qui a comme principale mission l'inclusion des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants. D'ailleurs, nous ne parlons pas de migrants, nous parlons de nouveaux arrivants. Nous considérons qu'aujourd'hui le mot migrant est tellement chargé négativement que finalement, derrière ce mot, il n'y a plus que des nombres, des statistiques, et on a fini par déshumaniser celles et ceux qui ont choisi ou n'ont pas choisi l'exil, c'est-à-dire ont choisi de migrer ou n'ont pas choisi l'exil et ont été placés sur les routes de l'exil par la force, par l'oppression, par les guerres, par les discriminations. Et donc cette ONG, qui est présente un peu partout en Europe, a plusieurs programmes en matière d'entrepreneuriat ou d'hébergement qui visent l'inclusion des nouveaux arrivants. Dans un tout autre secteur, vous avez dirigé un ouvrage qui est aux éditions Équateur, La citoyenneté économique peut-elle sauver l'avenir, qui est sorti en février 2022. Vous introduisez votre livre par une question: comment greffer une conscience au capitalisme? Quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était un sujet du bac et je voulais vous le soumettre en vous disant vous avez 4 heures, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais bon, je me suis dit qu'on allait accélérer peut-être le propos et vous demander effectivement d'aller un peu plus loin sur le sujet, et notamment dans notre actualité en crise où la démocratie est fragilisée un peu plus tous les jours. Je voudrais que l'on revienne sur cette observation très juste que vous avez posée et qui traduit notre quotidien. La liberté et la citoyenneté de chacun s'arrêtent tous les jours aux portes de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet ? Bon, je vais d'abord dire la réponse que moi je donne à est-ce qu'on peut greffer une conscience au capitalisme. Je ne pense pas, mais c'est pas pour autant que il faille arrêter tout là. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que quand on s'interroge notamment sur la question de la transition écologique et de la façon dont l'humanité peut réagir à ce qui est désormais un compte à rebours de plus en plus, qui égrène ses secondes de plus en plus vite, ou en tout cas on se rapproche du moment où nous savons que quoi que nous fassions, les choix que nous avons faits dans le passé auront des conséquences irréversibles. C'est-à-dire que quoi que nous fassions dans 3 ans, si nous n'avons pas fait les bons choix avant 3 ans, ce qui va se passer va nous échapper. Elle va nous échapper parce qu'il va y avoir un enchaînement de causes et d'effets qui nous dépasseront, et l'activité humaine sera indifférente sur le cours des choses. C'est vertigineux de dire cela. Et on attribue cette situation, selon certains observateurs, économistes, à l'entrée dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'activité humaine est devenue une force géologique en soi.
C'était pas le cas avant, mais ce qui a été la révolution industrielle et la manière dont on s'est servi de la planète comme une ressource quasi inépuisable pour satisfaire à notre appétit de bien, de posséder, de dompter, de dominer le reste du vivant. Eh bien, on arrive aux limites et cette entrée dans l'anthropocène nous conduit aux décisions que nous devons prendre maintenant. Mais certains contestent qu'on soit dans l'anthropocène et disent c'est peut-être pas tout à fait la responsabilité de l'humanité. En tout cas, toute l'humanité n'est peut-être pas responsable de cela. On aurait tort d'appeler ce cycle-là anthropocène, il faudrait l'appeler capitalocène. Pourquoi ? Parce que ce serait d'abord un système économique qui aurait amplifié finalement ce désir, qui est celui de beaucoup, de posséder, de dominer, de dompter le monde vivant autour de soi. Et donc, il faudrait imputer à un système économique la responsabilité première dans les graves conséquences que notre activité a sur l'ensemble du monde vivant, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc., etc. Je commence par ça pour dire que selon moi, si nous sommes entrés dans le capitalocène, à l'évidence, il faudrait poser des actes de rupture avec un modèle économique qui n'est ni bon ni mauvais en soi. Je veux dire, il n'a pas de morale, le capitalisme. C'est pour ça qu'il est indifférent d'essayer de lui greffer une conscience. Ce sont les choix économiques que nous devons faire qui devraient être en rupture avec le capitalisme. Y arrivera-t-on dans le délai de 3 ans que nous indique le GIEC comme la borne au-delà de laquelle, si nous ne prenons pas ou si nous n'inversons pas les émissions de gaz à effet de serre et si nous n'arrivons pas à renverser cette trajectoire au désastre, eh bien nous irons d'une manière ou d'une autre à une forme de désastre. Peut-être que nous aurons arrondi, peut-être qu'il ne sera pas si terrible que ça pour tout le monde, et toujours, comme toujours, les plus riches s'en sortiront beaucoup mieux que les plus pauvres, mais en tout cas, nous savons qu'il est probablement trop tard pour changer de système. Je commence par les mauvaises nouvelles, mais c'est quand même important de se poser les bonnes questions, d'y répondre, même si c'est pour y répondre de manière un petit peu triste, il est probablement trop tard pour cela. Et le génie de l'humanité devra se concentrer sur comment aménager les conséquences du réchauffement plutôt que probablement que de l'éviter. C'est terrible de le dire, terrible quand on a des enfants comme vous, j'imagine, ou quand on envisage d'en faire, parce qu'on se dit qu'on est en train de préparer une société dans laquelle la sauvagerie, la barbarie, le chacun pour soi peuvent l'emporter sur la coopération, l'inclusion, l'interaction, le lien entre les individus qui devrait être d'ailleurs la solution pour s'en sortir. Alors, on a réfléchi à plusieurs autour de la citoyenneté économique, justement, et ça parlera forcément à mon voisin de droite, parce que en réalité, tous les salariés en France, n'abandonnent pas leur citoyenneté au moment où ils rentrent dans l'entreprise. Il y a des salariés qui travaillent dans des associations, des salariés qui travaillent dans des coopératives, des salariés qui travaillent dans des entreprises dites démocratiques, pour qui l'entrée dans le monde du travail, tous les matins, n'est pas une manière de se déshabiller de leur rôle de citoyen, où ils sont partie prenante aux décisions qui sont celles des entreprises dans lesquelles ils sont producteurs. Et ce n'est pas rien, parce que ça change évidemment le rapport à l'entreprise, le rapport au travail, le rapport à la production, et ça change aussi le rapport de l'entreprise à l'intérêt général. À partir du moment où toutes les parties prenantes sont intéressées aux décisions de l'entreprise, où les décisions sont démocratiques, où on délibère des choix stratégiques, on peut supposer que les citoyens, qui ont quand même des choses à dire sur l'écologie, ont des choses à dire sur la justice sociale, et bien, se comportent avec une forme de cohérence à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, et vise davantage à faire en sorte que l'entreprise serve l'intérêt général. C'est autour de ça qu'on a voulu réfléchir. Pardon, c'était un peu long, je parlerai moins après. Mais c'était autour de ça qu'on a voulu réfléchir dans ce livre, qui était un livre à plusieurs voix. Honnêtement, il y a 10 contributeurs ou 12 contributeurs, il y aurait pu en avoir 100. Il y a plein de gens qui ont des choses à dire sur comment démocratiser l'économie. Mais c'est une bonne chose aujourd'hui qu'on se pose cette question-là, parce qu'au fond, c'est peut-être une des solutions pour rendre ce système économique beaucoup plus tempérant, beaucoup plus sobre qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est ça que vous appelez produire de nouveaux référentiels économiques ? De partir en fait de cette citoyenneté et donc de cette prise de position du salarié dans la gouvernance et du cercle vertueux que ça peut produire ? Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où
En fait, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut si on ne repense pas la question de la propriété de l'entreprise. Si la propriété de l'entreprise, donc son destin, reste entre les seules mains de l'actionnaire qui, lui, a comme objectif de rentabiliser le capital qu'il a investi, il ne faut pas lui en vouloir, c'est sa fonction. Il met du capital, il veut que ce capital lui rapporte. Donc il va regarder si ça lui rapporte ou pas. Si vous lui dites on va faire un choix écologique et ça va vous faire perdre de l'argent, bon ben lui, dans sa logique d'investisseur, il va dire ah ben non. C'est pas ça qui m'intéresse. Et tant que la décision sera finalement confisquée ou l'apanage du seul propriétaire en capital de l'entreprise, ça pose question. Alors, les scopes résolvent en partie les choses en disant on va faire en sorte que les travailleurs producteurs soient les détenteurs finalement du capital et avec d'autres prennent des décisions sur le principe une personne égale une voix et avec des spécificités qui sont celles des scopes et qui nous amènent à repenser l'intérêt de l'entreprise autrement qu'à travers le seul mobile de l'investisseur en capital qui est de gagner de l'argent au moment où il revend ses actions. Et c'est ces questions-là qu'il faut d'une manière ou d'une autre traiter, parce que si nous ne les traitons pas, si le but principal de l'entrepreneuriat, c'est l'enrichissement personnel, si ça n'est pas de faire fonctionner une entreprise au regard de son objet social et du service qu'elle rend à la collectivité, moi je dis pas qu'il faut, ce sera jamais tout l'autre, on va dire, c'est-à-dire seulement le désintéressement le plus absolu. Mais il faut au moins essayer de rééquilibrer les choses, et c'est un des objectifs de ce très modeste livre, hein, mais qui vise justement à proposer un certain nombre de règles pour rééquilibrer le fonctionnement du système économique actuel. Et pour répondre peut-être à cette question, il y a cet enjeu de réécrire effectivement de nouveaux engagements, de nouvelles missions d'entreprise, de nouvelles raisons d'être. Certains sociologues considèrent qu'il faut réécrire des récits communs pour réembarquer et redesigner une autre société. On appelle ça des projets supra-ordonnés pour réengager la société. Est-ce que l'intérêt général dont vous parlez peut faire partie effectivement de ces objectifs, de ces horizons que les entreprises peuvent aussi prendre en considération dans leur modèle économique ? Il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est l'intérêt général, parce que MEDEF va vous dire, nous c'est l'intérêt général, on fait des emplois. La croissance c'est l'intérêt général. Alors vous allez dire la croissance de quoi ? Du PIB, mais est-ce que le PIB c'est l'intérêt général ? Manifestement c'est pas en tout cas la garantie ni de la justice sociale ni du bonheur généralisé le PIB. Donc il faudrait au moins pour commencer réfléchir à des indicateurs de richesse qui ne posent pas que la richesse d'une nation soit juste sa richesse matérielle. Premier sujet que je mets là sur la table. Mais ce sur quoi il faut s'entendre, c'est assez rapidement, c'est dans l'ordre, dans l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la capacité de l'humanité à toujours pouvoir vivre sur cette planète. Or, le problème que nous avons avec la question écologique et la question climatique, c'est que même si on en perçoit un certain nombre, hier, de signaux faibles, maintenant de signaux qui commencent à être moins faibles, ça reste quand même quelque chose pour lequel on est persuadé au fond de nous qu'on finira ou par s'en sortir collectivement, ou que soi-même, parce qu'on est quand même plutôt dans des pays dans lesquels il y a plus de richesse qu'ailleurs, on s'en sortira. Je regardais la réévaluation par les Nations Unies du nombre de déplacés ou de personnes déplacées à raison des conflits internationaux qui sont de plus en plus liés aux questions d'énergie, aux questions d'eau et donc demain aux questions climatiques. Bon, on est à plus de 100 millions de personnes déplacées de force réévaluées par les Nations Unies. Ces questions des migrations et des migrations forcées et des déplacés climatiques, elles vont devenir structurantes dans nos sociétés. Voyez déjà comment une société française réagit à la question des migrations sans même qu'il y ait véritablement aujourd'hui, à part quelques conflits internationaux, d'impact sur l'équilibre de la société française des migrations. On arrête de se raconter des histoires. Ce qui se passe aujourd'hui en France n'a rien ni d'anormal, ni de spécialement plus tendu que ce qu'on a pu connaître à d'autres périodes de notre histoire. Et pour autant, on le voit, la société française convulse, craque et accorde près de 40%, plus de 40% des voix à une candidate d'extrême droite. Bon, on est donc dans un moment comme celui-là. Et dans un moment comme celui-là, je vous le dis, où nous ne connaissons pas encore de phénomènes migratoires structurants comme ils vont arriver et qui peuvent être une chance pour nos sociétés de se réoxygéner, d'y gagner en innovation, en cohésion, en coopération et en force,
oui, il faut adresser ces sujets-là avec beaucoup d'abord de sérieux, le faire le plus vite possible et le faire dans des termes qui sont des termes qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se dit aujourd'hui. Ça n'est pas simple. Mais là, je vous le dis, l'intérêt général, c'est pourtant de faire cela, ce que je viens de vous dire. Et ça vient jouer très certainement sur des enjeux démocratiques derrière, et ça se traduit notamment dans les urnes. Et donc, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que peut-être pour tout le monde n'est pas au fait exactement de ce que c'est que cette citoyenneté économique. Comment est-ce que vous pourriez expliquer cette mode de gouvernance des entreprises dans lequel on fait, en quoi le mode de gouvernance des entreprises peut, avec le salarié, vient rendre quelque chose de vertueux qui va dépasser les murs de l'entreprise? En quoi cette responsabilisation au sein de son activité? On a essayé d'étudier ça à partir de beaucoup d'entreprises démocratiques. En tout cas, avec la CGScope, on s'est penché sur cette idée: est-ce que la démocratie en entreprise rend le travailleur plus doué pour la démocratie en général? Est-ce que ça en fait un citoyen plus apte au compromis, plus apte au dialogue et plus soucieux finalement de la vie des autres? Et ce qui est très intéressant dans les scopes qu'on a étudiés, c'est que d'abord, quand vous vous mettez en situation de participer à la décision, vous découvrez la complexité de la décision. Et le fait qu'elle ne peut pas se résumer à votre seul intérêt de salarié que vous allez défendre. Qu'au moment où vous devez mettre en arbitrage des décisions d'investissement, des décisions d'augmentation de salaire, d'amélioration des conditions de travail, des décisions de diversification, des décisions stratégiques pour l'entreprise, vous découvrez finalement une multitude de points de vue, d'entrées possibles, qui vous font appréhender la complexité de la décision dans l'entreprise comme la complexité de la décision tout court dans la cité. Et ça rend indiscutablement, en tout cas dans les études que nous avons faites, ça rend les citoyens travailleurs plus doués pour la démocratie et la citoyenneté. En clair, la démocratie en entreprise, elle fait du bien à la démocratie tout court. Elle fait donc du bien à la cité. Et l'invitation qui est celle de cet ouvrage était de dire... plutôt que de résumer le débat démocratique et institutionnel à telle énième réforme du mode de scrutin, telle énième réforme du cumul des mandats, qui finit par résumer la démocratie au fonctionnement des institutions politiques habituelles, est-ce qu'on n'a pas là un champ qui est celui de nos vies, celui à l'intérieur de nos vies parce qu'on travaille, parce qu'on produit, qui est le champ de l'entreprise, le champ de l'économie, que nous avons laissé vierge, essentiellement à l'exception des entreprises démocratiques, nous avons laissé vierge du débat autour de la citoyenneté. Est-ce qu'il ne faut pas réinjecter de cette question de la citoyenneté dans le débat économique pour se poser la question donc du partage de la propriété, du partage du pouvoir et la manière d'associer le plus de parties prenantes à la décision, et que faisant cela, nous aurions une économie peut-être davantage tournée vers des enjeux d'intérêt général que le service du rendement d'un capital investi par certains, et d'autre part, que ça ferait aussi des travailleurs, des citoyens qui, alors volontaires ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de participer au jeu démocratique, mais auraient la possibilité de s'épanouir comme citoyens davantage. Et pas simplement quand on leur demande de voter aux élections législatives dans quelques jours, mais aussi dans les décisions qui les concernent, et qui concernent d'ailleurs d'autres qu'eux, qui sont celles que prend tous les jours leur entreprise. À côté de vous, Monsieur Hamon, vous avez Marion Greffy, cofondatrice de Télécoop, et Youssef Achour, président de la coopérative Up, qui sont justement des illustrations que l'on a voulu donner avec des histoires différentes, des tailles différentes d'engagement des salariés. Pour commencer, Monsieur Achour, et sans nous faire peut-être par le menu détail les 60 années d'existence de vie de Up, est-ce que vous pourriez nous expliquer la nature des engagements initiaux de la SCOP que vous présidez? Oui, bonjour à tous. C'est vrai, vous l'avez dit, hein, on est une coopérative, une SCOP, une société coopérative et participative. Avant, ça s'appelait Société coopérative ouvrière de production. Vous voyez, donc ça a évolué dans les 60 ans pour évoluer avec la société. Et c'est vrai que ce qui a prévalu à l'origine de la création d'une société coopérative ouvrière de production à l'époque, donc, c'est le fait simplement que c'était déjà, je dirais, des acteurs de la vie, du quotidien, des citoyens qui étaient déjà en opposition avec une forme d'économie privatisée, appropriée par ce qui représentait le capital, avec une vision paternaliste de l'entreprise, et cette volonté de personnes qui étaient des personnes militantes,
engagés, syndiqués, se sont dit autant effectivement que nous créions notre propre modèle économique, notre propre entreprise. Et quoi de plus naturel que de la créer ensemble et de partager effectivement la gouvernance de l'entreprise. Dire effectivement qu'au travers du SCOP, c'est bien le principe qu'a évoqué Benoît d'un homme, une voix, que tout le monde est associé, tout le monde a un traitement égalitaire. Bien évidemment, à l'intérieur de ça, il faut mettre en place une organisation avec un responsable, un président, un directeur. Mais quand les décisions doivent être prises, elles sont prises à égalité. Et bien évidemment, ensuite, des mandats sont confiés, des mandats de pouvoir sont confiés, mais pour le compte, effectivement, du collectif. Et je crois que c'est ça qui a prévalu à l'origine de la création de cette entreprise en coopérative, dans le cadre, effectivement, de ce qu'on appelle régulièrement les SCOP aujourd'hui. Et qui, depuis 60 ans, notre entreprise a conservé ce mode de fonctionnement. Nous avons évolué. Aujourd'hui, on est parti donc à quelques-uns. Et aujourd'hui, nous sommes 3500 collaborateurs. Alors, la coopérative, c'est 680 personnes. Alors, vous pouvez dire 680, 3500. Mais c'est tout simplement que ces 680 collaborateurs, nous allons avoir une assemblée générale dans quelques jours. Donc, les 680 salariés sociétaires vont être convoqués à une assemblée générale comme des actionnaires classiques. Et ils vont délibérer, bien évidemment, sur l'ensemble. En tant que président du conseil d'administration, je vais faire mon rapport de gestion. Je vais présenter l'avis de l'entreprise, les faits marquants, les perspectives, les projets. Et puis, les décisions seront votées par mes collègues, qui me donneront éventuellement le quitus, qui donneront le quitus au conseil d'administration et qui valideront ou ne valideront pas les orientations et les projets qu'on va leur proposer. Donc on est vraiment là au cœur de la démocratie d'entreprise. On est au cœur effectivement du fait que ceux qui prennent la décision, ceux qui participent au processus de décision, ce sont ceux aussi qui produisent et qui sont au quotidien concernés par cela. Alors notre entreprise, bien évidemment, par ce processus de décision continue, a fait des choix, en particulier celui de se développer. C'est-à-dire vivre tranquillement de la richesse produite. Il a été décidé effectivement plutôt d'investir. Et donc d'investir d'abord en France, puis ensuite d'investir à l'international. Et c'est comme ça que notre groupe aujourd'hui, nous sommes présents dans 30 pays, où nous développons les mêmes solutions, à savoir les titres restaurants, les titres de service, puisque le groupe Up, en fait, c'est l'ancien groupe Chèque Déjeuner. Donc la marque Chèque Déjeuner, le logo orange que vous voyez sur toutes les devantures de restaurants, avec le logo. Mais vous n'êtes plus que ça. Comment ? Vous êtes autre chose maintenant. On est beaucoup aussi. plus que ça, bien évidemment, parce qu'on s'est développé à partir de cela. Nous avons diversifié nos offres. Nous avons mis l'accent sur le fait que, et nous étions très attachés à ça, c'est-à-dire nous étions une entreprise qui a mis l'accent dans sa gouvernance sur un homme, une voix, sur la démocratie interne, sur le dialogue social. Nous avons associé à notre conseil d'administration élu par les salariés. Aujourd'hui, donc, l'entreprise est pilotée par un conseil d'administration de salariés, dans lequel nous avons associé les syndicats. Donc, les confédérations syndicales sont représentées et elles participent au processus de décision. Elles ont les mêmes droits que les salariés, afin effectivement de mettre en avant la parité, le paritarisme et le dialogue social au plus haut niveau, même au niveau du conseil d'administration, afin qu'effectivement, chaque fois qu'une décision économique est prise, la dimension sociale, sociétale, environnementale, alors on reviendra sur la RSE, bien évidemment, mais sont des choses qui effectivement étaient déjà intuitif, natif dans notre organisation. Et ce développement, ensuite, nous avons acquis des entreprises, nous avons fait de la croissance externe. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans une 30aine de pays où nous développons notre produit pour mettre en avant aussi le côté cocardier. De temps en temps, c'est bien aussi, parce que tu parlais de Karim Benzema, mais c'est quand même le titre restaurant, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un drôle de produit. C'est-à-dire, c'est quand même un produit, une des success stories françaises. C'est-à-dire, dans le monde entier, les pays et les entreprises ont plébiscité le titre restaurant ou le titre cadeau, alors que c'est un produit qui a quand même été créé en France par une loi en 1967 afin de permettre à tous les salariés de pouvoir effectivement déjeuner dans des bonnes conditions à l'heure de la pause méridienne, et en particulier de pouvoir
aller au restaurant avec une dimension, certes, physique, mais aussi une dimension conviviale, c'est-à-dire pouvoir partager un repas avec les copains, avec les collaborateurs, etc. Et ce produit français est quand même aujourd'hui l'une des grandes réussites du modèle français, tel qu'il était structuré à l'origine, et qui s'est, je dirais, développé naturellement dans le monde entier. Et vraiment, nous, aujourd'hui, on reste les ambassadeurs de ça, c'est-à-dire une certaine façon de concevoir la relation dans l'entreprise, et une certaine façon, finalement, d'avoir, je dirais, de mettre en avant le social, le local, la proximité, la relation humaine dans l'entreprise. Et tous les produits qu'on développe aujourd'hui sont toujours tournés autour de ça. Le social, le local, le convivial et la relation humaine. À côté de vous, Youssef Achouf, vous avez Marion Greffy, c'est un autre succès, on peut le dire aussi comme le groupe Up. Vous êtes cofondatrice de Télécope. Je voudrais qu'on fasse un parallèle d'existence et de construction aussi de votre organisation d'entreprise. Je vais vous laisser vous en parler un tout petit peu. Eh bien, alors, Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif. Alors nous, on s'est construit basé sur plusieurs constats. Le premier, c'est celui de l'impact environnemental du numérique. Je vais faire très courte, mais aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial et ça pourrait passer à 8% d'ici à 2025. Et là-dessus, ce qui est clair, c'est que l'opérateur télécom, parce qu'il est la porte d'entrée vers le numérique, a en fait un rôle qui est absolument primordial pour pouvoir faire en sorte que le numérique bascule dans la transition écologique et sociale. Parce qu'à l'heure actuelle, le numérique, en fait, il ne sert pas la transition écologique, il est plutôt en train de l'aggraver, puisqu'on est plutôt dans un monde qui, comme vous l'avez rappelé, est en train de produire toujours plus de gaz à effet de serre, alors qu'il faudrait pouvoir justement en produire moins. Et dans ce cadre-là, le numérique, c'est une possibilité, c'est un levier d'action pour permettre ça. Et donc, nous, le constat qu'on a fait lié à ça, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, quand on regarde le marché tel qu'il est aujourd'hui construit, les opérateurs télécoms tels qu'ils existent, bah, concrètement, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs télécoms qui défendent la transition écologique, qui défendent la transition sociale. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est que leur modèle économique n'est pas lié à ces valeurs-là, tout simplement. Puisque c'est le modèle des opérateurs télécoms en France, mais pas qu'en France. Mais c'est aujourd'hui un modèle économique qui est tiré par la logique de l'actionnariat et donc qui est tiré par la logique du profit, etc. Donc la transition écologique et sociale, c'est pas une priorité pour ces entreprises. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu au modèle coopératif. Parce qu'en fait, on s'est dit, nous en tant qu'entrepreneurs, puisque je fais partie des cofondateurs, l'entreprise a maintenant 2 ans, on a lancé l'offre il y a un peu plus d'1 an et demi. On a presque 5000 clients, donc ça montre aussi que... Félicitations. Merci. Que les sujets de sobriété numérique, de transition numérique intéressent. Et en fait, concrètement, ça veut dire aussi que les gens sont prêts à se lancer dans cette transition-là, malgré le fait qu'on en parle peu. Donc ça aussi, c'est une façon de se réjouir aussi de ce qui se passe de bien, concrètement. Mais l'idée, c'était de se dire que pour arriver à faire ça, il fallait qu'on trouve un modèle économique qui soit différent et qui est dans ses statuts mêmes le fait qu'on allait défendre la transition écologique et sociale sur notre secteur, avec pour objectif, bien évidemment, de fournir un service de qualité, parce que d'abord, ça doit être ça vraiment le premier point pour intéresser les gens à ça. Il faut qu'on puisse fournir un service de qualité. Aujourd'hui, vous pouvez rejoindre Télécope pour votre forfait mobile, ça marche très bien. Et le premier point, c'était ça. Et le deuxième point, c'était de pouvoir innover. Et c'est de pouvoir innover pour servir la transition écologique et donc pour pouvoir proposer des services qui sont vraiment au service de ça, donc vraiment de la sobriété numérique dans notre cas. Et ça, c'est ce que permet aussi le format coopératif. Puisque comme le premier objectif de notre entreprise, c'est pas le profit, c'en est un, mais après, il y a l'impact social, il y a l'impact environnemental. Ça nous permet de faire des innovations qu'on n'aurait pas imaginées sur le marché. Là, dernièrement, on a sorti un forfait, le forfait transition, qui intègre dans le forfait en tant que tel une aide financière à la réparation de votre téléphone portable. Parce que l'objectif, quand on a un opérateur télécom responsable, c'est de permettre à chacun de garder son téléphone le plus longtemps possible, puisque c'est ça le cœur de l'impact environnemental du numérique. Mais ça, si on n'avait pas été une coopérative, on n'aurait probablement pas pu le faire. Parce que, en fait, ce forfait-là, en tant que tel, il dégrade notre profitabilité. Enfin, si les actionnaires avaient regardé ça, oh là là, mais attendez, vous allez rendre de l'argent que les gens ont payé au début pour avoir votre forfait. Oui, mais c'est le principe, en fait, c'est une coopérative. On met en commun, et quand justement on peut faire quelque chose en plus pour rendre accessible la transition écologique au plus grand nombre, on le fait en fait naturellement parce que c'est dans les statuts de l'entreprise. Et pour comparer vos deux modèles, est-ce que vous pensez qu'il y a, j'en suis certaine, quelles sont les valeurs communes qu'il peut y avoir à vos deux activités, en tout cas à vos deux organisations ?
Je peux commencer par la plus évidente, je dirais, mais c'est les notions de gouvernance partagée. Alors, c'est à la fois quelque chose qui est commun et qui est aussi différent entre nos deux modèles. Commun parce qu'effectivement, chaque sociétaire vote sur le principe d'une personne égale à une voix. Mais nous sommes une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et donc, ça veut dire qu'on intègre, en fait, dans notre gouvernance, pas seulement les salariés, mais on intègre aussi les abonnés qui peuvent devenir sociétaires. On intègre aussi les partenaires qui travaillent avec nous sur les questions du numérique responsable, les autres coopératives. Donc en fait, c'est une gouvernance qui fonctionne de la même manière d'un point de vue démocratique, mais qui a pour objectif, parce qu'on est aussi sur des marchés qui sont hyper compétitifs, et on est sur des marchés qui ont, pour pouvoir exister, on a besoin d'être aussi les plus représentatifs possibles et donc les plus légitimes possibles de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est pour ça qu'on a choisi ce format de SIC qui permet effectivement de rassembler l'ensemble de la chaîne de valeur dans notre gouvernance. Je rajouterais à la dimension gouvernance, je rajouterais la dimension temps. Je pense qu'encore une fois, tous les deux, les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons ne sont pas guidées par le court terme. On a parlé bien évidemment du profit, mais il n'y a pas que le profit, il y a aussi l'instantanéité, le fait de faire les choses vite. Bien évidemment que nous avançons, mais malgré tout, le temps long est très important, car nous avons une logique de durabilité, nous avons une logique de durée. Notre objectif, encore une fois, en tant que coopérative, en tant qu'acteur de la coopérative, c'est de faire en sorte que ce qu'on nous a légué, nous puissions le retransmettre à une génération qui suivra dans les meilleures conditions, et pas simplement celle, effectivement, de créer de la richesse maintenant, tout de suite, pour soi, en oubliant tous les autres éléments qui sont constitutifs effectivement de la production, à savoir faire attention à ce qu'on consomme, essayer de dépenser de manière la plus écologique ou la plus environnementale possible, donc s'inscrire effectivement dans un mode de rapport au temps qui est assez différent effectivement de ce que l'on peut avoir, on va dire, dans des modèles plus classiques d'entreprise. Et je crois que c'est aussi quelque chose d'important, on n'est pas guidé par la dictature de l'instantané. Alors, je voudrais que vous gardiez le micro si ça vous dérange pas, parce que je suis très curieuse de votre organisation. Vous avez un modèle, vous le précisiez, vous avez 680 sociétaires. Il y a eu nécessairement des passages à l'échelle. Vous avez une structure à côté de vous qui est beaucoup plus jeune, où on est effectivement avec moins de participants à cette organisation-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait comment s'est passé le passage à l'échelle ? Comment est-ce qu'on pourrait inspirer ces entreprises qui sont en pleine croissance avec vos modèles pour voir est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des limites, est-ce que vous vous êtes questionné, est-ce qu'il y a eu des machines arrière ou comment ça s'est passé ? Parce que j'imagine qu'il y a une question là-dessus. Bien sûr, il y a une question. Plus on est nombreux, plus la démocratie, il faut la cultiver, il faut la faire vivre. Parce qu'encore une fois, je dirais pas que c'est plus facile de gouverner quand on est 5, 10, 15 que 680. Je pense que c'est effectivement le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place les organisations de communication, de transparence, de gouvernance, les temps d'échange, les moments dans lesquels effectivement tout le monde peut se sentir à un moment ou à un autre impliqué, concerné, et donc faire vivre la fibre démocratique dans l'entreprise, faire en sorte qu'effectivement la dimension citoyen dans l'entreprise puisse effectivement s'exercer. Et le risque, c'est qu'il y ait une sorte de frénésie à la croissance, de course au développement qui fasse qu'on se retrouve avec un décalage entre produire, créer de la richesse et associer effectivement ceux qui sont à l'origine de cette création de richesse. Donc ça rejoint ce que je vous disais sur le rapport au temps, sur le fait effectivement de faire attention au rythme dans lequel effectivement nous assurons notre croissance et dans lequel effectivement nous sommes certains que l'ensemble des collaborateurs, au fur et à mesure du développement, nous allons recruter, nous allons embaucher des gens. Ces gens vont arriver comme salariés et ils vont devenir sociétaires dans un délai de 1 an à 2 ans, en fonction de leur date d'arrivée. C'est-à-dire qu'ils vont être adoubés par une assemblée générale qui va les reconnaître comme sociétaires, donc voter pour eux, et ils rejoindront l'année suivante l'assemblée générale et participeront donc par la suite effectivement à ce processus démocratique d'extension de notre mouvement, de cette vague qui s'est construite au fur et à mesure du temps. Une fois que j'ai dit ça, c'est
pas facile tous les jours, et c'est de la responsabilité du conseil d'administration et de son président de veiller effectivement à ce que ce décalage, ce risque permanent soit maîtrisé. Et je crois que c'est aussi ça l'exercice de la démocratie. L'exercice de la démocratie, c'est de faire en sorte effectivement que malgré toutes les problématiques qui peuvent se poser dans une entreprise, et encore une fois, tout ce qui a été dit d'abord les gens sont salariés, des problématiques de salariés, etc. Mais il faut qu'on garde effectivement un regard à 360 degrés, qu'on ait toujours dans notre mode de gouvernance, dans notre mode d'organisation, cette projection un peu plus loin, de regarder un peu plus loin et de veiller effectivement que les équipes et que l'ensemble des gens suivent tant en tant que salariés qu'en tant que sociétaires. Et donc ça nous ramène effectivement au fait qu'ils doivent être les citoyens les mieux formés, les mieux préparés dans l'entreprise à tous les changements, à toutes les évolutions. Parce qu'en 60 ans, vous imaginez bien qu'on en a connu des transformations, des évolutions, des problèmes qu'on a rencontrés. Il a fallu chaque fois les traverser, les affronter d'abord, les traverser ensuite, et en faire souvent des points forts pour pouvoir effectivement aller plus loin. Et je crois que pour l'instant, effectivement, nous sommes dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, le grand combat qu'on mène, le challenge que l'on doit relever, c'est comment une coopérative de 60 ans qui a vécu sur un produit et qui a réussi effectivement à gagner ses galons vis-à-vis d'autres acteurs importants qui sont tous cotés en bourse, parce que je ne l'ai pas dit, mais sur notre marché, il y a 4 acteurs, 3 cotés en bourse et une petite coopérative qui a tourné un peu le village des Gaulois dans Astérix, là, sur ce coup-là. Comment on va maintenir ça ? Et pour maintenir ça, effectivement, aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait que la transformation numérique, les évolutions sociétales, le télétravail, tous ces sujets-là, on doit être en capacité de pouvoir apporter des réponses. On doit être en capacité de pouvoir effectivement faire en sorte que, avec des moyens moins importants que les autres, notre imagination, notre capacité, notre mobilisation collective puisse compenser cela et montrer qu'il n'y a pas que l'argent. Et j'insiste sur un point juste parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais bien évidemment, notre coopérative, notre mouvement fait partie aussi, et nous avons, plus le temps passe et plus nous nous apercevons que dans la société qu'on vit aujourd'hui, dans tous ces sujets autour de la recherche de sens, dans le pourquoi finalement aujourd'hui on produit de la richesse, quel est l'intérêt, pour faire quoi, on s'aperçoit aussi que une coopérative comme la nôtre a besoin de s'ancrer encore plus fortement dans un mouvement qui est celui de l'économie sociale et solidaire, qui a plein de réponses à apporter, qui a aussi des sujets forts en ADN qu'il peut proposer à la société qui nous environne et pour lesquels, effectivement, nous devons, encore plus travailler en relation, en partenariat avec tous ceux qui font partie, du mouvement de l'économie sociale et solidaire. Justement, pour illustrer ça, je voudrais, Marion, que vous nous parliez un peu des licornes et que vous avez intégrées et qui peut-être, j'imagine, est une source d'inspiration pour certains, pour des groupes comme le groupe Up, mais aussi pour d'autres entreprises. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette initiative ? Oui, tout à fait. Alors, les licornes, ça s'écrit avec 2 O, oui, bien évidemment, parce que nous sommes des coopératives. Et en fait, l'enjeu vraiment auquel on faisait face, c'est que en fait, le modèle coopératif, il n'est pas connu. Enfin, il faut qu'on se le dise quand même. Malgré le fait qu'il est ancré dans le paysage économique depuis longtemps, il est méconnu du grand public. C'est méconnu aussi tous ses avantages, tout ce qu'on vient de se dire là, en fait, il y a finalement peu de gens qui le savent. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que pour aider à faire en sorte que ce mouvement coopératif il soit le plus visible possible, pour aider aussi les gens à faire leur transition le plus simplement possible, il fallait qu'on puisse créer un collectif d'entreprises coopératives qui rassemblent finalement des coopératives qui rassemblent tous les besoins du quotidien, on va dire tous les secteurs d'activité du quotidien. Ça va de l'alimentation à l'énergie, à la mobilité, ça passe aussi par la banque et donc bien évidemment les télécommunications et le numérique. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir faire système, c'est-à-dire que parmi ces entreprises, il y a Télécoop, mais il y a Enercoop que vous connaissez probablement, il y a Common qui fait de la location de matériel électronique, il y a la Nef qui est une banque coopérative, et Mobicoop, etc. Donc toutes ces structures, on se rassemble parce que c'est beaucoup plus simple pour vous
en tant que citoyen, pour le coup, de pouvoir facilement savoir où est-ce que vous allez pouvoir consommer quand vous voulez consommer responsable, où est-ce que vous pouvez aussi vous engager en tant que citoyen dans cette logique de citoyenneté économique. Puisque bien évidemment, toutes ces entreprises, elles sont ouvertes au sociétariat et au sociétariat de tous, de la même façon qu'elles proposent un service concret pour votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est le but, c'est effectivement de pouvoir créer à la fois ce collectif, mais aussi de plus en plus de créer des offres communes. Puisque c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on rend la vie des gens le plus simple possible, c'est aussi en proposant ce type de choses-là. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire bouger les lignes d'un point de vue, même j'allais dire politique, quelque part, puisque aujourd'hui le secteur coopératif, il y a des très beaux exemples de réussite, mais comme je le disais, sur les secteurs vraiment concurrentiels, classiques de l'économie, donc on parle de l'énergie, on parle du secteur bancaire, on parle des télécommunications, etc., on est encore tout petit. Et c'est quelque chose qui est vraiment problématique, puisqu'en fait, c'est des secteurs de notre vie quotidienne. Donc c'est là aussi où l'économie sociale et solidaire, parce qu'on s'intègre complètement dans l'économie sociale et solidaire, en fait, doit jouer un rôle pour vraiment permettre la transition écologique et sociale le plus rapidement de l'ensemble de ces secteurs d'activité. Donc se rassembler, c'est aussi la logique, l'ADN, j'allais dire, des coopératives. On n'est pas dans la logique de concurrence, ça ne nous intéresse pas, mais pas du tout d'ailleurs. Donc du coup, c'est hyper facile et j'allais dire c'est presque naturel de chercher à coopérer, de s'allier, etc., entre nous, bien sûr, mais aussi avec d'autres acteurs pour pouvoir en fait, faire face et faire front à une économie capitaliste qui est, elle, très bien organisée pour qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible. Donc en face, il faut aussi pouvoir avoir des contre-pouvoirs qui soient solides, mais aussi qui soient concrets, et ça j'insiste vraiment, qui soient concrets pour les citoyens que nous sommes et les consommateurs aussi que nous sommes. Je voudrais qu'on revienne effectivement sur un des points que vous avez tous les deux évoqué, sur la question de la connaissance de l'organisation que vous avez en SCOP ou sous d'autres formes de gouvernance. Pour faire un premier pas, parce que dans le livre que vous avez dirigé, Monsieur Hamon, un chiffre a été donné à d'Oxfam France qui annonce, suite à la naissance de la loi Pacte, dont on a vu la naissance il y a peu de temps quand même, seules 181 sociétés sur les 2,8 millions d'entreprises ont choisi de se doter d'une mission et donc de parler de responsabilité sociétale des entreprises. Moi, est-ce que cette loi a été, et je m'adresse à vous, Monsieur Hamon, est-ce que c'était un premier pas pour inspirer une transformation et le fait que les entreprises prennent une nouvelle place dans un nouveau modèle? Est-ce que on peut parler d'échec? Est-ce que c'est peut-être un premier pont pour l'économie solidaire et sociale? Pour développer l'économie solidaire et sociale. Bon, maintenant elles sont un peu plus de 600. Bien. Les entreprises à mission. Mais il y a 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, c'est pas exactement le même ordre de grandeur. Ça dépend de quel pied vous levez, quoi. Si vous vous levez du bon pied et que vous avez envie d'être positif, vous allez regarder le verre à moitié plein et dire bon, c'est toujours ça de gagner. Des entreprises qui se dotent d'une mission avec un minimum de contrôle sur la mise en œuvre de cette mission, la possibilité que cette mission est inscrite à l'objet social de l'entreprise. Si elle n'était pas réalisée, il puisse y avoir du contentieux qui naisse. Donc bon, moi, j'ai pas envie de jeter la pierre le matin où je me lève du bon pied. Mais le matin où je me lève du mauvais pied en écoutant le dernier rapport du GIEC, je me dis que tout ça n'est absolument pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire de faire. Donc, je pense qu'il faut, malgré tout, je reviens à ce que j'avais dit au début, il faut essayer d'être lucide. Moi, je préférais d'ailleurs qu'il y ait plus de coopératives, mais parmi les coopératives, plus de SCOP et de SIC, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que dans le monde coopératif, quand on est une coopérative de commerçants, par exemple, dans la grande distribution, aller faire la différence entre Auchan et certaines coopératives de commerçants, c'est pas très net sur les impacts que ça peut avoir pour le bien commun et les communs de l'humanité. Donc, le modèle coopératif, il est lui-même interrogé
interrogé par le type d'organisation coopérative. Et on a un modèle qui est finalement une sorte d'optimum qui correspond aux deux modèles qui sont ici, qui sont de la même aspiration, SCOP ou SIC, mais il y en a d'autres qui sont aujourd'hui parfaitement discutables quand on mesure les impacts de ces modèles-là sur les grands indicateurs que sont les questions écologiques, de biodiversité, de climat, quels que soient les efforts que les uns et les autres affichent. Donc voilà. Moi, la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui, c'est qu'il faut plus de SS. Donc plus d'entreprises vertueuses, mais que dans celles qui ne choisiront pas ce modèle non lucratif ou à lucrativité limitée, comme on dit, il faut aussi faire en sorte que celles-là, par la fiscalité, par la loi, par les réglementations, par la sanction et le contrôle aussi des engagements qu'elles prennent, c'est-à-dire aussi par le bâton, pardon de le dire, les logiques vertueuses selon lesquelles tout le monde va y arriver, et c'est juste par le fait qu'on dira ah, celui-là il n'a pas fait, donc il aura un peu honte, et parce qu'il aura un peu honte, il va corriger son attitude. Bon, ça peut arriver, mais c'est quand même une vision un petit peu naïve, me semble-t-il, des comportements économiques. Et donc, il faudra pousser des entreprises qui ne choisiront pas le modèle coopératif à être plus vertueuses. Et là, la responsabilité du politique, la responsabilité du législateur, c'est d'assumer son rôle. C'est pas de déléguer aux entreprises le soin elles-mêmes de trouver les bonnes manières de devenir vertueuses. Parce que à ce rythme-là, on sait qu'on n'y arrivera pas. Et donc, il faut assumer donc un arsenal d'incitations et, le cas échéant, de sanctions pour tempérer, domestiquer le comportement d'entreprises qui sont des entreprises qui, manifestement, ne poursuivront jamais l'intérêt général. Bon, voilà, je trouve qu'il y a sans doute là un chemin assez simple à prendre qui me paraît pas insurmontable. Rien de ce que je dis là n'est infaisable. Rien de ce que je dis là et de ce qui a été dit auparavant n'est insurmontable. On voit que les modèles qui sont défendus à cette tribune sont différents, plus exigeants parfois, mais bon, il n'y a rien là qui rende la tâche impossible. Il y a juste, pour ce qui est des deux entreprises qui sont ici, des gens qui ont dit « Je vais prendre des parts dans une entreprise. Le nombre de parts que je prends ne me donnera pas plus de voix que celui qui en a moins que moi et qui n'en a pris qu'une. Une personne égale une voix. Donc mon pouvoir ne dépendra pas de l'argent que j'y ai mis. Si j'ai mis un gros paquet d'argent sur la table, je n'aurai pas plus de pouvoir. » Premier changement culturel. Et quand je vais vendre, je vais pas faire la bascule et devenir justement immensément riche parce que j'ai vendu et que l'entreprise aura prospéré. C'est un autre état d'esprit. Bon, cet état d'esprit, j'ai la faiblesse de croire que ça s'enseigne. Et c'est une des grandes tâches pour nous, et pas simplement en disant il faut que l'école, ceci, cela, aussi l'école, mais il faut que on s'éduque à ce que entreprendre, ce ne soit pas simplement s'enrichir à travers un gain d'argent. Et pour reprendre les paroles d'un merveilleux philosophe intellectuel qui co-signe un des papiers de ce livre, qui ne reprend pas ce que je vais vous dire dans ce livre-là, mais qui fait souvent référence, et dit, Patrick Vivray, nous entendons les bénéfices toujours comme un gain d'argent. Quand on parle de bénéfices dans nos sociétés, c'est comment on a gagné de l'argent à la fin. Mais étymologiquement, bénéfice, c'est deux mots en latin qui veulent dire faire le bien ou bien faire. Et ça ne se résume pas bien faire ou faire le bien à gagner de l'argent. Il y a une multitude de bénéfices qui peuvent être ceux pour la société, pour les individus, qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir gagné un peu plus d'argent à la fin. Et si on retourne à l'étymologie de ce mot-là, des bénéfices, et si on arrive à convaincre les sociétés, notre société que au groupe Up, ou à Télécope, on engendre ou on engrange d'autres bénéfices que le seul fait de s'être tous enrichis, mais des bénéfices communs. On a restauré de la biodiversité, on a engagé la transition écologique, on a réparé plutôt que changer un téléphone, on a fait tout ça, et que ce sont des bénéfices collectifs et individuels, et qu'on peut le faire en plus joyeusement. C'est pas parce qu'on est sobre qu'on est triste, qu'on peut déconstruire joyeusement aussi. Je disais, maintenant, vous avez des gens qui pensent que le grand
kiff, c'est d'être chez les néo-réacs qui vous disent « Ah, c'était bon le moment où on prenait du plaisir, regardez-les, ils sont tristes, là, les féministes, elles font la gueule, les écolos, ils font la gueule, etc. » Non, franchement, on peut se marrer et être joyeux à faire des choses collectivement et pour ce qu'on considère être le bien de la collectivité à moyen et long terme. C'est que il n'y a pas que le court terme qui soit jouissif. Le long terme, ça peut être jouissif aussi. D'ailleurs, je les invite, ces zédonistes des années 60 qui vantaient le plaisir pour tous, à réfléchir aussi au fait que le temps long, c'est pas mal aussi en matière de jouissance. Et que c'est pas le temps court qui fonctionne toujours. Fin de la parenthèse, n'y voyez aucune autre référence qu'une invitation au temps long. Mais voilà, je pense que c'est aussi à nous, vous parliez de récits. Moi, je trouve qu'il y a des jolis récits assez joyeux et probablement jouissifs à partager autour de ces modèles-là. Et que le grand kiff, c'est pas juste de gagner plein de pognon, quoi. Encore plus dans cette période où tout le monde est en quête de sens, et notamment en quête de sens professionnel, que l'on soit salarié ou primo-accédant ou primo-arrivant dans un marché du travail. Comment est-ce que vous, chacun, vous accompagnez justement vos salariés à ces valeurs-là, à cette prise de conscience-là? Nous, on a une toute petite structure. Aujourd'hui, on est 10. Donc c'est sûr que vous êtes arrivé déjà avec ces valeurs. Ouais, voilà, vous c'est êtes ça. Choisi. En fait, c'est-à-dire nous, je pense qu'on peut dire qu'on s'est choisi, c'est clair. J'aurais une salariée dans la salle aussi, mais voilà. Non, mais c'est sûr qu'on s'est choisi parce que, en fait, quand on lance une aventure comme ça, il faut quand même être assez sûr de ses partenaires parce que c'est pas quelque chose de classique. C'est quelque chose qui va partir sur des valeurs qu'on vient de le dire très éloignées des valeurs classiques. Donc c'est aussi une histoire, une nouvelle histoire qu'on raconte et qu'on se raconte ensemble pour faire communauté, pour arriver à faire monter ce collectif. Donc on s'est choisi, mais ça peut pour autant qu'il n'y a pas des frictions. Donc il faut qu'on fait attention au fur et à mesure de l'aventure, parce que ça reste une aventure entrepreneuriale, là où on en est chez Télécope, de faire prendre soin les uns des autres et de repartager aussi en fait c'était quoi la raison pour laquelle on s'est mis ensemble au début, donc pour mener ce projet. Donc ça, on y fait attention. Et on y fait aussi beaucoup attention avec nos sociétaires, parce qu'on a déjà 700 sociétaires. Et en fait, cet état d'esprit de la sobriété numérique, de comment est-ce qu'on fait aussi pour en parler, comment est-ce qu'on fait aussi pour faire collectif quand en fait nous, nos sociétaires, ils sont à peu près partout sur le territoire français. Donc il y a aussi cet engagement-là de comment est-ce qu'on fait pour faire vivre la démocratie coopérative dans notre quotidien, mais aussi vraiment d'un point de vue géographique, c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'avoir un sociétaire qui est à Paris, il a pas les mêmes considérations, il a pas la même vie que un sociétaire que je vais bientôt voir à Tarare, en vallée de Lyon, etc. Enfin, hyper éloigné. Il se pose pas les mêmes questions. Donc c'est ça aussi l'équilibre assez dur qu'on doit trouver, c'est de comment est-ce qu'on fait pour être légitime. La légitimité, c'est avoir finalement l'ensemble des profils possibles parmi nos sociétaires pour que les produits, les services qu'on va proposer soient à l'image de ces personnes et qu'en même temps, on puisse intéresser toutes ces personnes dans le même temps. Et ça, c'est pas facile. Mais on a eu la première assemblée générale de la coopérative début avril. On a eu 50% des personnes qui ont voté. Et pas mal d'autres gens qui n'ont pas réussi à voter ou pas eu le temps, etc., qui nous disent « mais moi, je faisais confiance au collectif ». Bon, on s'est dit que du coup, c'était génial. Ça voulait dire qu'on avait posé aussi des bases, en fait, qui étaétaient saines. Les personnes qui nous ont rejoints savaient pourquoi elles nous rejoignaient et en même temps faisaient confiance aussi pour que ça se passe bien. Et je trouve que c'est ça aussi l'expérience de la coopérative. C'est la confiance au collectif. Et en fait, cette expérience-là, elle est... je pense jouissive, franchement. Et en plus, elle embarque. C'est-à-dire, elle nous donne aussi la force, nous, en tant que porteurs de projet, de pouvoir avancer et puis de cheminer le bateau parmi tous les récifs qu'on se prend régulièrement. Mais voilà, donc c'est aussi ça, c'est cette force-là que le collectif donne et qu'on trouve dans une coopérative. Youssef, peut-être oui, pour vous sur la quête de sens. Je pense qu'il y a sur la quête de sens, c'est surtout de l'accompagnement. Oui, tout à fait. Oui. Donc justement, je crois qu'encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons, en tout cas dans la gouvernance, nous avons l'obligation d'entretenir, de cultiver, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait dans notre coopérative, d'assumer une histoire de 60 ans, d'en faire un récit et de faire en sorte que, de génération en génération, au début, je vous l'ai dit, c'était des militants. Voilà, c'était des gens qui pensaient, qui avaient une vision alternative
de l'entrepreneuriat. Au fur et à mesure, on a évolué avec la société. Aujourd'hui, nous privilégions plutôt, nous travaillons plutôt sur le fait de dire, avec la société qui a évolué, avec peut-être aujourd'hui un certain décalage avec la façon de vivre la politique, on voit bien qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que nos salariés, que les salariés de la coopérative soient des citoyens dans l'entreprise. Et donc, ça rejoint le livre, soit aussi, en étant des citoyens dans l'entreprise, ils deviendront des citoyens mûrs et prêts, effectivement, à comprendre les enjeux de la cité. Et ce sens, nous, on le résume dans la notion d'engagement. C'est-à-dire ce que nous attendons des salariés, c'est que progressivement, ils investissent le champ de l'initiative, de la responsabilité. Ça, c'est le travail qu'on fait en interne en disant « tu peux être salarié, engagé et donc citoyen ». Et puis, après, il y a un deuxième phénomène sur lequel, aujourd'hui, on doit saisir une opportunité. Vous l'avez dit, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est une société fracturée, fragmentée, dans laquelle, justement, aujourd'hui, on le voit bien, les gens cherchent à donner un sens à leur vie. Et le travail, c'est aussi quitte à bosser. Je ne suis pas obligé aujourd'hui pour une partie, mais c'est celle-là qui m'intéresse aujourd'hui. Les autres, c'est très bien. Ceux qui veulent aller bosser chez Price, chez Danone, chez Vivendi, c'est bien. Allez-y, parce qu'il voilà. Mais il y a toute une partie de cette jeunesse, mais aussi pas que cette jeunesse, de gens qui se disent aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lien ce que je crée, ce que je fais dans la vie professionnelle avec ce que j'ai envie d'être et me sentir utile, me sentir bien dans ma peau. Pas simplement, effectivement, pour le salaire que je vais toucher, mais aussi pour ce que j'arrive à concilier entre vie privée, vie personnelle, vie professionnelle. Et je pense que nous avons une fenêtre de tir, nous avons un territoire à explorer qui est celui, effectivement, d'attirer et de valoriser plus le monde coopératif, mais plus globalement le monde de l'économie sociale, qui peut apporter ce type de réponse, qui peut faire en sorte que les gens puissent effectivement concilier ce genre de sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, cette fenêtre de tir, c'est une opportunité pour, je dirais, la grande famille de l'économie sociale et solidaire dans laquelle figure le monde coopératif ou le monde associatif. Et c'est vraiment vers là que nous travaillons aussi, c'est comment valoriser le monde de la coopérative. Alors on y travaille, tu l'as dit, au travers de ce livre, avec la Confédération Générale des Scopes, la CGSCOP, qui a été un peu le moteur aussi de ce bouquin, parce que je crois que si on ne le fait pas maintenant, les coopératives, à une époque, c'était quelque chose de très important. On va dire dans les années 40, 50, dans les années 50, 60. Puis après, on est rentré dans une société très matérialiste, où effectivement la coopérative, c'est devenu ringard. Comme l'économie sociale et solidaire. Finalement, on a eu l'époque du fric, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a une occasion, effectivement, de rééquilibrer les choses. Et comme on est plutôt dans une culture, de par notre histoire, d'équilibre, tout est équilibre. Tout est, effectivement, comment faire de l'argent pour gagner sa vie et bien le redistribuer. Comment consommer, mais consommer le mieux possible sans, effectivement, surconsommer. Tous ces équilibres, aujourd'hui, on peut le trouver aussi dans la quête de sens et dans le fait de l'entretenir en interne et peut-être de le valoriser et de montrer que nous sommes un vecteur, que nous sommes un outil pour donner du sens à la vie et que ceux qui vont nous rejoindre ou ceux qui vont créer des sociétés coopératives, quelque part, vont aussi trouver ce fameux plaisir dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà. Et pour le mot de conclusion, Monsieur Hamon, est-ce que c'est ça le monde d'après ? Redonner une nouvelle responsabilité aux citoyens en commençant par l'entreprise ? Vous avez 4 heures. Oui. Non, si, sans doute. En fait, c'est surtout de se dire... Je crois que on a essayé de faire, mais bon, ce livre, il prolonge des réflexions qui ont eu lieu avant nous et qui auront lieu après nous, qui est simplement de se dire qu'en France en particulier, nous vivons dans une démocratie et qu'il faut regarder pour ce qu'elle est, très immature, au sens où tous les 5 ans, avant c'était tous les 7 ans, on a un grand moment démocratique, presque cathartique, on va tous dire droit dans les yeux et on va élire une personne, systématiquement un homme. D'ailleurs, bon, ce coup-ci, il valait mieux pas que ce soit une femme en l'espèce, mais bon, un homme. Et rendez-vous dans 5 ans pour voir si l'homme providentiel a bien bossé. Tous les 5 ans, avant les 7 ans, on se rend compte,
parce qu'on le sait d'ailleurs, que personne n'a été providentiel, parce que ça n'existe pas, et que de ce point de vue, oui, nous sommes dans une forme de monarchie élective. Nous élisons un roi, jamais une reine, donc toujours un roi, et qui va faire avec ce qu'il peut, avec les moyens qui sont les siens, et qui, comme on lui confie tous les pouvoirs, va se croire investi de tous les pouvoirs, va découvrir peut-être lui-même, mais nous on le découvrir, que le génie d'un seul sera jamais supérieur au génie de la nation. Donc il faudrait que nous démocratisions nos institutions, et au-delà de démocratiser nos institutions, moi je suis un fervent partisan de la 6ème République depuis maintenant de nombreuses années, mais au-delà de ce débat-là, qui déjà nous amènera à choisir une démocratie un peu moins en pointillé qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire essayer d'imaginer la démocratie entre 2 élections, pas mal déjà, eh ben, c'est pas simplement imaginer la démocratie politique entre 2 élections, il faut aussi imaginer les plans sur lesquels l'exercice démocratique se déroule. Et celui de l'entreprise, celui de l'économie ne doit pas être un champ interdit à la démocratie. Et on n'a pas été chercher loin la raison d'être de ce livre. On a été reprendre ce que disait Jean Jaurès quand il disait « la démocratie ne doit pas », il disait la République, plus précisément. La République ne doit pas s'arrêter aux portes de l'atelier. Bon, c'était aussi une invitation à ce que la démocratie s'invite à l'intérieur de l'économie, de l'entreprise, et c'est ce fil-là que nous reprenons. Et je crois que c'est le sens de l'intérêt général. Donc, parlons effectivement de responsabilité. C'est vrai que la période est pas très marrante, honnêtement, et qu'on voit une somme de défis devant nous, de montagnes qui semblent un petit peu comme ça à les regarder très hautes, mais il y a quand même beaucoup de gens de bonne volonté qui ont parfaitement compris le type d'épreuves auxquelles nous allons être confrontés et qui sont encore suffisamment confiants dans notre capacité à pouvoir vaincre ces épreuves collectivement, encore faut-il les réunir. Et ce que je trouve très intéressant dans les licornes et plus généralement dans ce que font les coopératives, c'est qu'elles ne se contentent pas de dire toutes seules on va y arriver, elles passent leur temps à s'agréger les unes aux autres, à se coller et à faire collectif. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut construire des alliances, des coalitions internationales, nationales, locales, passer notre temps à construire cela, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire pencher la balance du bon côté. Et c'est peut-être d'ailleurs la tâche immédiate. Et si nous arrivons à faire coalition, la première invitation que moi je nous fais, puis après je m'arrête, c'est que regardons les radicalités qui sont portées par la jeunesse et commençons à chercher ou à réfléchir quels débouchés dans nos fonctions, nos métiers, nos activités, nous pouvons donner à ces radicalités exprimées dans la jeunesse. Parce qu'il y a là un des chemins qu'il faut absolument prendre si on veut justement renverser le rapport de force. Parce que si, pour le coup, la jeunesse qui exprime des choses avec une force extrêmement revigorante, on va dire, choisissez ces modèles-là, s'investissez dans ces modèles-là, considérez que le coopérativisme, l'économie sociale et solidaire sont un débouché naturel à ce que sont ces désirs d'harmonie, de tempérance, de sobriété, de temps long, des jolis mots en plus. Si on arrive à ça, là, il y a un truc qui peut se passer. Donc ça doit être, à mon avis, la priorité de vos mouvements. Puis un peu moi aussi, puisque je suis dans l'ESS, moi aussi, je dirige une association, donc je ne sais pas pourquoi je dis vous. Ça doit être notre priorité de construire ces coalitions et d'y embarquer la jeunesse. Merci à vous trois. Je vous propose de poursuivre la conversation en bas. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.